Bonjour à tous, donc je suis le docteur Vladimir Duruel, je suis nouveau MCU-MG à Toulouse et je vais vous présenter les douleurs chroniques dans l'endométriose. Donc on m'a demandé de faire un état des lieux du niveau de preuve un petit peu de ce qu'il existait. Mes liens d'intérêt, qui ne sont pas forcément des conflits, qui sont aussi pour ça que je suis là, c'est que j'ai été chargé de projet sur le parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique à l'HAS. Et j'ai fait partie du panel d'experts qui a relu les recommandations que Thierry a présentées tout à l'heure. Et vous verrez qu'il y a un petit intérêt dans ma présentation, j'aime le lait entier. On en reparlera. Donc j'ai organisé Et la chocolatine. Ils n'en parlent pas. J'ai organisé un peu mon propos sous trois grands axes. Le traitement étiologique, le traitement symptomatique. Vous allez comprendre pourquoi, parce que sur le traitement étiologique, là, on va vraiment chercher l'endométriose. Et sur les autres traitements qui sont associés, eh bien, en fin de compte, ça va être très pertinent, comme l'a précisé Thierry tout à l'heure, sur les prises en charge des patientes ayant l'endométriose et le parcours de soins. Donc on va parler sur le traitement le médicamenteux, chirurgical et les autres traitements. Donc j'ai commencé ce travail qu'on me l'a donné. J'ai dit, tiens, endométriose et traitement. J'ai regardé sur PubMed, 680 résultats, et c'est que les revues de la littérature et les méta-analyses. Donc je me suis dit, mince, je me suis mal barré. J'ai rajouté douleur, il y en avait déjà 2 fois moins. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ils ne mettent pas toujours la douleur dans le traitement de l'endométriose. Ça fait toujours un peu peur quand on voit ça. Et on va retrouver derrière. Et en fait, quand on regarde les traitements, la base, si on prend le traitement hormonal contraceptif, les dernières grosses études que j'ai retrouvées, elles datent de 2018 et de 2019. Il y a d'abord une revue de Cochrane en 2018 et une revue de The European Journal of Contraception and Reproductive Healthcare, je ne sais pas bien le prononcer, je suis désolé, qui, elle, date de 2019 et qui ont des résultats qui sont un peu différents, c'est-à-dire un peu comme des chocolatines et des pains au chocolat. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, si on prend la revue de Cochrane, elle a vraiment suivi la méthodologie qu'on aime bien dans ce type de revue, c'est-à-dire une évaluation de la qualité des études. Ils ont pris que les études contrôlées randomisées et ils ont gardé au final 5 études. L'autre étude, un peu comme les pains au chocolat, c'est l'autre. Pas d'évaluation de la qualité claire. Ils ont fait un petit truc, mais qui n'a pas de valeur scientifique extraordinaire. Et par contre, ils ont pris tout type d'études dedans. Ils en ont gardé 15 au final. Donc 15, c'est quand même pas beaucoup, même si ça date que de 2019. Si on reprend la Cochrane, ils ont trouvé 2 essais très biaisés qu'ils avaient gardés, donc ils n'ont pas pu utiliser les données. Et puis au final, toutes les données étaient très limitées. Ils trouvent des preuves insuffisantes pour la pilule contraceptive hormonale combinée. Si on prend l'autre revue, ils ont retrouvé une réduction statistiquement significative de la douleur liée à l'endométriose par rapport à la valeur de référence, mais sans méta-analyse, ce qui est toujours un petit peu questionnant. Et donc pour en finir tout le monde s'est mis d'accord entre la chocolatine et le pain au chocolat, c'est-à-dire que globalement ils disent que c'est des essais comparatifs supplémentaires bien conçus et en aveugle sont nécessaires pour élaborer une hiérarchie de traitements fondée sur les preuves pour la prise en charge optimale de la douleur liée à l'endométriose, chose qui depuis 2018 n'a pas été faite sur les traitements hormonaux. Du moins je ne les ai pas trouvés et j'ai cherché. Donc en fait on se base sur 2 choses, les récos de l'HAS en 2017, voilà, et sur le comité d'experts de Thierry, qu'il a présenté tout à l'heure et qui ont publié en 2015 ce papier. Je ne reviendrai pas dessus car Thierry l'a bien expliqué, où ils font vraiment des recommandations avec des comités d'experts sans grand niveau de preuve, mais on se basera beaucoup là-dessus pour les prises en charge. Sur l'hormonothérapie, donc ça reste le traitement de première intention. Bien sûr, il faut étudier la balance bénéfice-risque pour chaque personne en fonction des attentes de la personne, de son historique, des traitements, de l'âge et des comorbidités. Je ne vous apprends rien sur la prescription d'une pilule, en somme. Si on va un tout petit peu plus loin, parce qu'il y a quand même d'autres choses qui sont sorties depuis 2018, en fait, ils sont allés s'intéresser à d'autres traitements hormonaux. La comparaison, par exemple, du dihydrogestérone par rapport aux autres traitements. Est-ce que ce serait un peu mieux? Pourquoi pas? Mais conclusion, pas un niveau de preuve suffisant. La GnRH, qui, comme l'a dit Thierry, ça ne fait pas partie de ce qu'on, nous, en médecine générale, on va utiliser en première intention. Ça peut être des fois utilisé en 2e ou 3e intention. Et par contre, là, on aurait un léger niveau de preuve qui serait efficace. La gestrione semble être plus sûre, avec quelques avantages. Juste pour vous montrer qu'il y a des travaux, mais on a abandonné l'évaluation de l'hormonothérapie. Une autre piste, c'est les anti-aromatases, pareil, avec un niveau de preuve qui est quasiment nul à ce jour, mais des recherches qui semblent une option thérapeutique potentielle. Et après, il y a plein d'autres pistes. Alors là, c'est quand même drôle, on voit des essais cliniques où ils mettent toutes les pistes possibles, mais avec un niveau de preuve, là, pour le coup, totalement nul.
Je reviens juste sur ce petit tableau qui était assez intéressant parce qu'il nous montre que l'AMM des traitements hormonaux contraceptifs dans l'endométriose, il est négatif pour tous, sauf pour les gynogestes. Tout le reste, ça n'a pas d'AMM dans l'endométriose. Ça fait penser que peut-être personne n'a voulu se poser la question, mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Et l'analogue de GnRH est utile, mais il faut mettre ce qu'on appelle un add-back thérapeutique, c'est-à-dire une hormonothérapie associée. Si on s'intéresse aux traitements chirurgicaux, là, en 2020, ils ont montré que la laparostomie par rapport à la laparoscopie, donc chirurgie juste pour opérer et juste voir, mais en fait juste voir, faire juste le diagnostic, ça c'est aussi bien que d'aller faire de la chirurgie. Donc la chirurgie, elle n'est vraiment pas intéressante en première ou en deuxième intention. Elle est vraiment pour des cas extrêmes. L'embolisation artérielle, je voulais juste vous en parler, c'est un peu pratiqué, mais pas beaucoup. Mais c'est parce que les études se sont surtout intéressées aux marqueurs, mais pas à la douleur. Alors je triche un peu, des fois certaines se sont intéressées à la taille des kystes, mais c'est toujours un peu décevant qu'on parle de la taille des kystes et pas de la douleur derrière. Donc en niveau de preuve, sur la prise en charge de l'endométriose, si on pense s'intéresser à la douleur des patientes, ce n'est pas extraordinaire. Sur la chirurgie du rectum et des côlons, ils ont montré que la chirurgie plus hormonothérapie, c'était mieux que la chirurgie seule, mais en fait, ils ont surtout montré que l'hormonothérapie, c'est aussi bien que la chirurgie et l'hormonothérapie. Donc, arrêtons d'opérer en systématique nos patientes lors des prises en charge d'endométriose. Les traitements associés, je vais aller assez vite, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a plein qui existent, il y a beaucoup d'études. L'activité physique, c'est quelque chose qui a un petit niveau de preuve parce qu'on a quand même des articles qui montrent que c'est utile, que ça sert, mais pareil, on n'est pas sur un niveau de preuve extraordinaire. Il y a beaucoup d'études qui mélangent plein de choses. Je vous en ai gardé une en 2018 parce qu'elle était un peu mieux construite. Sur l'acupuncture, yoga, électrothérapie, actif physique. Globalement, pas de niveau de preuve. Hop, ils ont sorti diminution de l'acupuncture sur une méta-analyse à vérifier. Alors là, maintenant, dans toutes les recommandations, il y a marqué acupuncture. Le niveau de preuve, malheureusement, il se rapproche de 0. Preuves actuelles sont limitées par les défauts de conception et de qualité des études originales. Bon, l'acupuncture en placebo, c'est dur, mais pas de niveau de preuve, c'est embêtant pour que ce soit présent dans toutes les recommandations. Sur les traitements associés et complémentaires, les régimes alimentaires, vous avez une pléthore d'articles qui vous disent que les régimes alimentaires, c'est extraordinaire. Ils disent que ça a montré que l'alimentation avait un impact positif. Mais bon, à partir de là, on ne sait pas trop quoi prescrire aux patients. Et pourquoi j'aime le lait? Parce que j'en ai trouvé une, moi j'adore le lait. Et il y en a une qui dit, si vous mettez du lait gras entier, c'est peut-être mieux pour l'endométriose. Bon, c'était juste pour un plaisir personnel, parce que c'est juste épidémiologique. Et vu qu'on sait qu'on ne sait pas dépister bien l'endométriose, ça n'a aucune valeur scientifique. Mais ça me faisait plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, au moins sur ce plan-là. Si on reprend la base, en fin de compte, on a une endométriose, on a douleur et endométriose, on va s'intéresser d'abord peut-être à la douleur. Et là, par contre, on va faire un traitement symptomatique. Et j'étais au congrès de la SFETD la semaine dernière, donc Société de la douleur. Mais en fin de compte, ils sont tous d'accord pour dire au moins que d'abord, au component de la douleur. Douleur nociceptive, douleur neuropathique, douleur nociplastique. Je ne reviendrai pas sur ces termes-là parce que Thierry en a déjà parlé. Peut-être juste pour la douleur nociplastique parce que ce n'est pas toujours clair dans nos têtes. La définition est sortie, je crois, en 2017. C'est une douleur résultant d'une altération de la nociception malgré l'absence de lésions de tissu causant l'activation des nocicepteurs périphériques ou l'absence d'évidence de maladie ou de lésions du système nerveux somatosensoriel causant la douleur. Et je vous l'ai raccourci parce que c'était trop long à en dire en une seule respiration. Donc pour revenir sur la douleur nociceptive, le paracétamol et l'acupan, ça n'a été pas très étudié, mais ils disent que ça peut quand même bien marcher. L'INS est efficace, mais on ne va pas traiter sous anti-inflammatoire les patients au long cours. Les traitements opioïdes, je tiens à donner mon désaccord avec l'équipe de consensus qui parle d'opioïdes forts et d'opioïdes faibles, en vous rappelant que cette définition a sauté depuis les dernières recommandations de l'OMS et française sur l'HAS, et n'ont aucune preuve dans l'endométriose. Et donc, c'est proposer les traitements non opioïdes sur les phases aiguës et toujours faire attention à tous les opioïdes. Petit parallèle avec les opioïdes, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut savoir qu'entre 8 et 12% des personnes qui prennent des opioïdes ont un mésusage des opioïdes qui se crée ou qui était présent ou qui va se créer, et 4,7% de diagnostics chez les patients recevant des opioïdes. Vous prescrivez un opioïde à long cours, vous aurez 4,7% qui vont avoir un mésusage des opioïdes sous votre traitement.
En France, on augmente la prescription des opioïdes de 150% globalement sur 10 ans, entre 2006 et 2017. Bon, c'était à l'époque, Opioid Force disait encore, je suis désolé. Et il y a pareil, en fait, quand on augmente la prescription d'opioïdes, on augmente les hospitalisations, on augmente les décès. Je ne suis pas contre la prescription d'opioïdes, parce que moi je travaille beaucoup en soins palliatifs, on les utilise, mais attention, quand on les prescrit, on se pose pourquoi on les prescrit, dans quelle indication, et qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Et dans toutes les recommandations, c'est marqué non indiqué pour les douleurs pelviennes chroniques ou musculo-squelettiques, ce qui inclut en théorie l'endométriose, même si c'est moche qu'ils n'en parlent jamais en termes clairs. Pour la douleur neuropathique nociplastique, en première intention, Thierry en a parlé rapidement, on prend les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, dont la duloxétine qui depuis 2022 est en France recommandée en première intention pour toutes les douleurs neuropathiques. Pourquoi pas les antidépresseurs tricycliques ? Et la gabapentine ou la mitriptyline peuvent être utilisées parce que c'est une douleur nociplastique ou neuropathique, mais ça a été totalement non évalué dans l'endométriose. Vous avez des propositions qui sortent de posologie qui sont dans le dernier TMG, mais qui vont être mises à jour dans le prochain TMG qui est prévu, je crois, l'année prochaine ou dans 2 ans, sur la douleur chronique. Si on prend toutes les autres choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place autour ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? En rouge, c'est ceux qui ont un niveau de preuve plus fort et que je vous conseille d'utiliser en systématique, activité physique, kinésithérapie, physiothérapie, psychothérapie, je me demandais ce que j'ai dit. Psychothérapie. Dans ceux où un niveau de preuve un petit peu moins, c'est le TENS, la sophrologie, l'art-thérapie, musicothérapie, et puis toutes les autres, elles sont citées dans beaucoup d'endroits, mais ont un niveau de preuve, à ce jour, assez nul. Je vous ai juste mis une petite photo pour vous en mettre 2-3. Il y a le TENS, c'est les petits patchs que vous voyez là-haut, en haut à gauche et en bas à droite, ou l'inverse d'ailleurs, en haut à droite et en bas à gauche. Vous avez le TENS, vous avez la RTMS qui est en haut, c'est la mode actuellement. Pourquoi pas, les algologues sont fans de la RTMS. Pour l'instant, sur la douleur chronique, il n'y a aucun niveau de preuve. Mais on espère qu'ils trouveront un niveau de preuve plus tard. J'ai repris les recommandations pour la prise en charge des douleurs neuropathiques. En première ligne, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est duloxétine, venlafaxine. Deuxième ligne, prégabaline, ils mettent le tramadol, mais avec un niveau de preuve qui ne me plaît pas beaucoup. Et en troisième ligne, ils ont mis tout ce qui n'avait pas de niveau de preuve, dont les opioïdes forts. Donc je vous déconseille les opioïdes forts pour traiter l'endométriose. J'insiste un peu, vous m'excusez. Je voulais juste vous parler, pour finir, du parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique. Petit point, déjà, sur l'endométriose. Il y a une petite loi du 12 juillet 2022 qui dit que l'endométriose va avoir son propre parcours. On va mettre des sous, il va y avoir un propre parcours d'endométriose. Je ne vous en parlerai pas beaucoup plus parce que là, on est vraiment sur des organisations d'ARS locales. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Endo-Occitanie, par exemple. Qui est intéressant, mais qui oublie pour moi 2 choses, c'est que présenter à des gens qui viennent de toute la France, c'est un peu plus compliqué, et que ça sous-entend que tous les gens qui ne sont pas diagnostiqués endométriose ne seront pas pris en charge. Et donc moi, j'ai pris le parallèle de vous parler plutôt du parcours de santé, parce que j'y ai participé, et que pour moi, il inclut en partie les gens d'endométriose. Certes, il va y avoir des prises en charge spécifiques, certes, on aura une prise en charge spécifique de l'endométriose, mais n'oublions pas de traiter de la douleur en général. Et leur parcours qu'ils ont fait sur Légifrance, ils l'oublient pas mal le médecin généraliste dans qu'est-ce qu'on peut faire en médecine générale. Pour comprendre l'HAS, parce que c'est un parcours HAS, il faut comprendre que le niveau 1, c'est la ville ou l'ambulatoire, donc les consultations. Le niveau 2, c'est les structures, donc c'est l'hospitalisation. Et le niveau 3, c'est les centres d'évaluation et de traitement de la douleur spécifique avec des prises en charge très spécifiques. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un magnifique schéma et sans explication, c'est plus compliqué. Si on s'intéresse à la partie de gauche, qui est la partie de la ville, l'idée, c'est de se dire que sur un parcours de douleur en ambulatoire, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut avoir une équipe, ne jamais se retrouver seul face à l'endométriose ou la douleur chronique, avoir une équipe avec des gens qui sont formés à l'évaluation initiale. Nous, on a monté ça dans notre MSP, dans le futur MSP. On a mis en place un parcours pour faire une évaluation avec des paramédicaux qui vont évaluer la douleur chez tous les patients douloureux chroniques. Et bien ça permet une prise en charge beaucoup plus efficace derrière. Des réunions de synthèse ou des RCP et un référent, c'est-à-dire quelqu'un qui va assurer que la personne est prise en charge et qu'on ne l'oublie pas au fur et à mesure, parce que souvent la douleur chronique, malheureusement, c'est quelque chose où on n'est pas très efficace, c'est quelque chose qui va être chronique, et on va avoir tendance à pas forcément l'impliquer dans toutes les consultations. Le niveau 2, juste pour en parler, que
L'idée du niveau 2, c'est pas nous, mais eux, ils font du pluripro également. Ils doivent normalement avoir dans leur parcours un référent du patient pour que de la même manière, le patient il a un suivi tout au long de la prise en charge et que quand il y a des situations complexes, ils ont eux-mêmes une structure qui va pouvoir les aider dans la prise en charge. La chose qui pour moi est peut-être la plus nécessaire, parce que dans ce genre de parcours, c'est des moyens de communication, que ce soit de l'e-online, de la téléexpertise, des outils de partage d'informations. Souvent, c'est vraiment les systèmes qui nous manquent beaucoup en médecine générale, parce que c'est assez opaque pour nous, et si on n'est pas dans la filière, on n'y a pas accès. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment arriver à faire comment on pourrait travailler tous ensemble autour. Si on reprend tout, en fait, compte, on a des unités, de la communication, et bien sûr, ce qui manque dedans, c'est des gens motivés. Alors, je déclare que si ça ressemble à quelqu'un sur cette salle, c'est vraiment pas fait exprès. Ne me remercie pas, Thierry. Voilà, pour conclure, donc, en traitement spécifique, on n'a pas de niveau de preuve, mais on va préférer... Il y a un consensus sur l'utilisation de l'hormonothérapie. Pour les traitements symptomatiques, la duloxétine en première intention, en tout cas toute prise en charge de douleurs neuroplastiques ou nociceptives. Les traitements non médicamenteux privilégiés, la kiné, la psycho, l'activité physique adaptée, etc. Et pour les parcours de soins, toujours centrés autour du patient. Je vous l'ai présenté comme un schéma, mais il faut toujours arriver à construire autour du patient. Et pourquoi je vous ai montré ce parcours? Parce que l'idée, c'est de garder le plus le patient à son domicile pour pas que ça impacte trop son travail, pour que ça n'impacte pas sa vie de famille, pour que ce soit un patient qui soit maintenu dans la vie active, parce qu'on sait très bien que la douleur chronique, plus la personne va se désocialiser, plus ça va être compliqué à prendre en charge, évaluer, communiquer et suivre le patient. Je vous remercie.